militaires et 2 jeunes civils ont été tués dans de violentes heurts entre la population et les forces de l'ordre dans la nuit de lundi à mardi à Sokone, la deuxième ville du Togo, après l'arrestation d'un imam proche de l'opposition. Le gouvernement du Sud-Soudan a montré peu d'appétence pour une nouvelle initiative de paix régionale, décrite par Washington comme une dernière chance d'en finir avec la guerre, dénoncent les responsables onusiens. Le procès des militants du Irak, un mouvement de contestation né au nord du Maroc, a été une nouvelle fois ajourné mardi par la justice marocaine, alors que leurs soutiens s'inquiètent pour leur santé. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci donc de prendre le rendez-vous de cette information sur Sika. 2 adolescents et 2 soldats ont été tués dans de violents heurts entre la population et les forces de l'ordre à Sokone, la deuxième grande ville du nord du Togo, après l'arrestation d'un imam proche de l'opposition. 2 militaires en faction au domicile d'une personnalité ont été lynchés et exécutés et leurs armes et munitions ont été emportées, a affirmé l'exécutif dans un communiqué en dénonçant des actes à visée terroriste. Un jeune homme a également trouvé la mort et une vingtaine de blessés a été enregistrés parmi les civils et les forces de sécurité, affirme le communiqué. Yerima Ikililou, le jeune civil tué, était apprenti tapissier selon Emeadi, directeur Amnesty International Togo. Ses parents ont amené le corps à la morgue de Sokone et d'après les premières constatations, il aurait reçu des petites balles de plomb dans le corps, a expliqué Adi à l'agence France-Presse. De violents heurts ont éclaté à Sokone avant de se propager dans la nuit dans plusieurs villes du pays, dont Lomé, la capitale, où la foule a été dispersée par des gaz lacrymogènes. Des manifestations de colère spontanée répondaient à l'arrestation lundi soir à Sokone, au nord du pays, d'un imam proche du Parti national panafricain, un des partis qui mène une forte contestation contre le pouvoir depuis le mois d'août. Des habitations des cadres du parti ont été incendiées, ainsi qu'un bureau de banque et un bâtiment de Togocel, selon de nombreuses sources concordantes. À Bafilo, ville voisine de Sokone, des jeunes ont également dressé des barricades et bloqué la route nationale en réaction à l'arrestation de l'imam, a affirmé à l'AFP une représentante locale de la coalition d'opposition CAP 2015. À Agoué, fief des partisans du PNP dans la capitale togolaise, où réside son leader Tipi Achadab, 2 bureaux des douanes incendiés et des pneus brûlés étaient encore visibles aux abords des voies. L'imam Alassane a toujours été une voix contestataire au Togo, mais dans un contexte de forte tension politique depuis 2 mois, il s'est rapproché du PNP. Nouvelle initiative de paix régionale, le gouvernement du sud du Soudan y a montré peu d'intérêt alors que Washington décrit cette opportunité comme une dernière chance d'en finir avec la guerre dans la région. Le secrétaire général adjoint pour les opérations de paix l'a bel et bien déclaré mardi. La réponse du gouvernement a été tiède face à une nouvelle initiative de paix régionale. C'était lors d'une intervention devant le Conseil de sécurité. Jean-Pierre Lacroix a alors évoqué un forum de revitalisation de l'accord de paix de 2015 initié par 7 pays de la région sous la direction de l'Éthiopie. En effet, ce groupe a récemment rencontré le président sud-soudanais Salva Kiir et en Afrique du Sud, le dirigeant rebelle exilé Riek Machar. Ce dernier ainsi que d'autres dirigeants de l'opposition ont aussi affirmé un soutien prudent à l'initiative. Seulement, le conflit au Soudan du Sud étant motivé par l'homme, ce sont les dirigeants du Soudan du Sud qui en ont la responsabilité. Ce qui suppose qu'une véritable volonté politique est indispensable afin de mettre un terme aux opérations militaires et aboutir à une paix pérenne dans le pays. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, doit se rendre prochainement à Juba pour faire pression sur les belligérants. Jean-Pierre Lacroix a aussi dénoncé la poursuite des entraves à l'aide humanitaire apportée par la mission de l'ONU, MINUS. Avec le retour de la saison sèche d'ici à la fin de l'année, les mouvements de population risquent de s'accélérer de nouveau. Le conflit a éclaté seulement 2 années et demie après l'indépendance du pays, acquise en juillet 2011 grâce au soutien des États-Unis.
Rebondissement dans la politique en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a sèchement écarté mardi de son gouvernement l'un des ministres les plus critiques à son endroit. Le chef de l'État sud-africain s'attire ainsi les foudres de son parti et de ses alliés. Le président Zuma a agi dans le cadre de son second remaniement ministériel depuis le début de l'année. L'autorité a limogé le ministre de l'Éducation supérieure, Blad Nzimande, membre du Parti communiste sud-africain, un des alliés historiques de l'ANC. Outre le départ de Nzimande, le remaniement annoncé mardi à la surprise générale par la présidence voit aussi l'arrivée du ministre de la Sécurité d'État, David Malobo, au portefeuille sensible de l'énergie. Une modification qui a relancé les spéculations sur la volonté de Jacob Zuma d'imposer un programme de construction de centrales nucléaires très controversé en raison de son coût. Quant au ministre Blad Nzimande, il s'était fait remarquer ces derniers mois pour ses diatribes contre le chef de l'État, englué dans les affaires de corruption. Son parti, le SACP, a vivement dénoncé ce limogeage, accusant le président Zuma d'autoritarisme et estimant que le remaniement plaçait l'alliance avec l'ANC au bord de la désintégration et que le président Zuma devrait démissionner plutôt que de prendre ce genre de décision. Le secrétaire général de l'ANC, Gwede Mantache, a lui-même estimé dommage ce départ. L'opposition a également critiqué le renvoi du gouvernement du ministre de l'Éducation supérieure. L'ANC doit élire en décembre le successeur de Jacob Zuma à sa tête, qui deviendrait chef de l'État en cas de victoire aux élections générales prévues en 2019. Le procès des militants du Irak, mouvement de contestation né l'an dernier dans le nord du Maroc, a été une fois ajourné mardi par la justice marocaine alors que leur soutien s'inquiète pour la santé. Plusieurs personnes ont manifesté devant la cour d'appel de Casablanca à cet effet. Un des prévenus qui comparaissait devant la cour d'appel de Casablanca avec 20 autres militants et sympathisants du Irak s'est évanoui dans la salle d'audience et a été évacué en ambulance. Dans une ambiance houleuse, marquée par de vifs échanges entre les avocats, la cour venait de décider d'ajourner l'audience au 24 octobre prochain. C'est le troisième report des débats. Ces procès vont prendre beaucoup de temps. Ces procès, ça crée une situation de tension, de malaise, de difficultés politiques dont le pays peut s'en passer. Sincèrement, nous n'avons pas besoin de ça du tout, ni de près ni de loin. Et l'intervention de Sa Majesté le Roi mettrait fin à cette crise. Les 21 accusés, âgés d'une vingtaine d'années pour la plupart, ont été arrêtés entre fin mai et juin à Al-Hoceïma, épicentre du mouvement de contestation, et transférés à la prison Oukacha à Casablanca. Poursuivis pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, tentative de sabotage, de meurtre et de pillage ou conspiration contre la sécurité intérieure, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Lors de la précédente audience, début octobre, les avocats de la défense avaient déposé une demande de liberté provisoire ou, à défaut, une hospitalisation des grévistes de la faim, sans résultat. Aux abords du tribunal, une trentaine de militants ont organisé un sit-in pour dénoncer leurs conditions de détention et réclamer leur libération. La même cour de Casablanca doit se pencher mardi sur une autre affaire liée à la contestation populaire née après la mort d'un vendeur de poissons broyé accidentellement dans une benne à ordures fin octobre 2016 à Al-Hoceïma. La date du procès du leader du mouvement, Nasser Zefzafi, n'est pas encore connue. Ils sont 35 rois et chefs traditionnels siégeant au Conseil de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Cette tête couronnée du moins, désormais gardiens de la paix, ont la mission de veiller à la cohésion et d'œuvrer à la promotion de la réconciliation nationale. Ils se sont retrouvés à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne, pendant 3 jours pour réfléchir sur le rôle de la place de la chefferie dans la promotion de la réconciliation nationale. Chris Paterne assez bien les a suivis. Voici son compte rendu. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, située à 250 km d'Abidjan, la capitale économique.
Si cette cité était le rêve du premier président ivoirien, Feu Félix Houphouët-Boigny, elle est aussi celui de l'actuel président Alassane Ouattara. Un rêve incarné par cette institution, la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Une institution née des dispositions constitutionnelles de la Troisième République. Elle est présidée par Sa Majesté Aoulaye Amontano Paul Désiré, ancien diplomate et roi d'Enzima Kotoko, peuple du sud de la Côte d'Ivoire. 35 chefs traditionnels représentant les 31 régions de la Côte d'Ivoire sont soumis à l'épreuve de la sagesse. Creuser les sillons d'un avenir meilleur dans un pays qui porte encore les cicatrices de la division. Oui, il faut le dire. C'est là, eux-mêmes, ils le savent et ils le disent. Il y a certains responsables politiques qui les ont utilisés. Et c'est pour cela que la première consigne au niveau de la Chambre, c'est la neutralité absolue des rois. Pour qu'ils soient efficaces, ils puissent être écoutés par toutes les parties pour lesquelles ils devront intervenir. Donc, cette disposition, ils ont eux-mêmes décidé de cette disposition et ils ne pourront plus se laisser manipuler. Désormais, ils veulent jouer un rôle important dans la réparation du tissu social, de la nécessité de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Quelle place et quel rôle pour les rois et chefs traditionnels? Sur la question, une idée se dégage. Nous, rois et chefs traditionnels, avons l'obligation de contribuer à relever tous les défis liés à ces déchirures pour permettre à la Côte d'Ivoire de tourner les pages sombres de son histoire. Depuis son installation en 2015 par le président ivoirien Alassane Ouattara, les membres de cette organisation de rois et chefs traditionnels parcourent les différentes localités du pays en vue de promouvoir la paix par le règlement pacifique des litiges et conflits. Un rassemblement interconfessionnel en faveur de la paix en Birmanie réunit bouddhistes, musulmans et hindous à Rangoon. Une action pour montrer l'unité dans un pays où règne désormais la violence ethnique contre les Rohingyas. Mardi, des dizaines de milliers de personnes ont rempli un stade de football à Yangon, en Birmanie, pour un rassemblement interconfessionnel. Tout un spectacle d'unité dans ce pays frappé par la violence ethniquement accusée contre les Rohingyas musulmans sur sa frontière occidentale. Moines bouddhistes, religieuses chrétiennes, hindous et musulmans étaient parmi ceux qui se sont joints au rassemblement pour manifester leur soutien au leader du gouvernement, Aung San Suu Kyi, dans la gestion de la crise à Rakhine. En effet, la région frontalière a sombré dans la violence à la fin du mois d'août, après que des rebelles Rohingyas ont attaqué des postes de police, ce qui a déclenché une réaction militaire qui a chassé plus d'un demi-million de la minorité musulmane de leur maison. Alors que l'ONU accuse l'armée de mener une campagne de nettoyage ethnique contre la minorité musulmane, le conflit est considéré différemment à l'intérieur, principalement du bouddhisme au Myanmar, où beaucoup détestent les Rohingyas et les blâment pour avoir conduit des troubles. Le rassemblement de mardi a enregistré un mélange de confessions qui soutiennent le prix Nobel et sa Ligue nationale pour la démocratie qui a aidé à organiser l'événement. Le lauréat du prix Nobel a été sévèrement critiqué par la communauté internationale pour n'avoir pas exprimé plus de sympathie pour les Rohingyas sortis de son pays. Alors que Aung San Suu Kyi n'a pas le contrôle de l'armée, elle a été fustigée par les groupes de défense des droits de l'homme pour ne pas avoir publiquement condamné leur répression. La nation d'Asie du Sud-Est a une mosaïque diversifiée de plus de 100 groupes ethniques, mais les Rohingyas ne sont pas reconnus comme une origine ethnique officielle, un statut qui les rend apatrides. C'est la fin de cette édition. Merci donc de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur SICA et sur notre site www.sicatv.info.